Tiens, voyez qui nous arrive. Un revenant, un fantôme. Je voudrais qu'on me pince pour être certain que je ne suis pas en train de rêver. » Il a parlé, légèrement tourné vers l'arrière, et je devine que l'Anglais doit être quelque part dans la pièce, attentif à ce qui se passe sur le pas de la porte. « Mais il ne faut pas rester dehors, mon cher. Donnez-vous la peine d'entrer. » Et il s'efface pour me livrer le passage. J'hésite encore. La pièce est dans un désordre indescriptible. Visiblement, les deux dealers ont d'autres soucis que le ménage ces derniers jours. Ils n'ont certainement pas laissé entrer les hommes chargés de l'entretien des chambres. Après avoir fait quelques pas, j'entends la porte se refermer derrière moi, et l'Espagnol vient s'asseoir sur un lit bancal. L'Anglais, lui, est installé dans un fauteuil et joue avec les clés de voiture qu'il fait méthodiquement rebondir dans sa main. « Salut, on ne pensait vraiment plus te revoir. Eh bien, je constate que tu es en pleine forme. Tu sais que nous nous faisions du souci à ton sujet. À votre sujet, plutôt. On se disait que c'était fini, que vous aviez passé l'arme à gauche. Mais, grâce à Dieu, il n'en est rien. Je suis content de voir que tu t'en es bien tiré. Ah, ce n'est pas comme le hashish. Celui-là, on n'est pas prêt de le revoir. » Pendant qu'il parlait, il n'a cessé de jouer avec les clés, émaillant son discours d'un cliquetis obsédant. J'ai perçu toute l'ironie du ton qui perce sous les mots, et je sens que le combat va être rude. « Mais il n'y avait pas de raison que je ne revienne pas, dis-je. »« Oh si, il y en avait des raisons. » »« Que veux-tu dire ? » ?»« Tu sais très bien ce qu'on veut dire, » réplique l'Espagnol en s'agitant nerveusement sur son lit de fortune. « Tu le sais bien. On s'est fait voler un petit trésor en même temps que tu disparais avec la fille. Pourtant, on avait pris des précautions. Et il faut qu'on tombe sur cette bande de sauvages qui voulait nous tuer. Et voilà que tu reviens comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas ce que tu vas essayer de nous raconter, mais je te dis tout de suite qu'on ne pourra pas te croire. Tu auras beau faire, on ne pourra pas te croire. » L'Anglais ne dit rien, se contentant d'observer mon visage, comme pour y déchiffrer une vérité. « Je suis simplement venu pour reprendre mes papiers. »« Tu entends ça ? Il est venu simplement reprendre ses papiers. » L'Anglais, qui vient d'interrompre son jeu bruyant, me regarde maintenant en face. « Je vais te dire ce qu'on pense tous les deux. Tous les deux, on pense que cette histoire était bien préparée et que tu nous as donné ou vendu comme tu veux. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais il n'y a pas d'autre explication. On avait déjà des doutes depuis que vous aviez disparu, Blanche et toi. Mais maintenant que tu reviens comme une fleur en bonne santé, on est obligé de croire qu'il y avait un deal entre ces types et vous, tu comprends ? Et ce n'est pas possible autrement. Si tu étais honnête, à cette heure-ci, tu serais mort. Mais tu es vivant, man. Et ça ne nous va pas. C'est vrai, si je vous racontais ce qui s'est effectivement passé, vous ne me croiriez pas. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ce que je veux, c'est les papiers. L'Espagnol a serré les poings en entendant mes paroles, et l'Anglais s'est raidi dans son fauteuil. « Écoutez, poursuivis-je, on ne va pas rester là à discuter éternellement. Vous ne voulez pas me croire, vous ne pouvez pas me croire, et je comprends ça. Mais ma parole devrait suffire, puisqu'il n'y a pas d'autre preuve. Je ne vous ai pas donné. C'est le hasard qui a voulu... »« Ferme-la !» L'Anglais s'est levé de son siège. Il me fait face. La rage se lit dans ses yeux, et je recule contre la porte. Il glisse une main dans son dos,
et son poing ressurgit armé d'un couteau à lame très fine qu'il brandit en avant. « Arrête, ne fais pas ça, ça ne sert à rien. » Mon dos touche le bois de la porte, je voudrais fuir, mais je ne peux pas, tant la peur me tient au ventre et me paralyse, me clôt sur place. Je ne peux que tenter de calmer l'Anglais qui s'avance vers moi. « Arrête, ne fais pas ça !» Mais il n'entend pas et continue de gesticuler, la main droite armée du couteau. Ma main, qui jusqu'alors était plaquée contre ma cuisse, remonte brutalement à la hauteur de ma ceinture, soulève la tunique et saisit la crosse du colt. L'Anglais a un léger mouvement de recul quand il entrevoit l'acier du revolver. Mais la colère est plus forte. Il fait encore un pas. Je serre maintenant l'arme d'une main tremblante et parle d'un ton suppliant. « Arrête, n'avance plus !» Et brusquement, l'univers bascule. Un tonnerre métallique entre dans la pièce, roule sur les murs et déchire l'espace. Sur le lit, l'Espagnol se bouche les oreilles en un geste dérisoire et baisse la tête. J'ai toujours le dos appuyé contre la porte, mais l'odeur de la poudre me fait vaciller. L'Anglais s'est arrêté dans sa course. Il regarde son ventre d'un air étonné, incrédule. D'un regard d'enfant, ai-je pensé, avant d'actionner la gâchette une seconde fois. Il fait un bond en arrière. Il a lâché le couteau qui roule sur le tapis. Il recule d'un pas encore et va heurter le fauteuil où il était assis. Puis, il tombe, la face contre le sol, en criant. Je tiens toujours le revolver de la main droite et contemple la scène d'un air absent. « Je veux mes papiers, » dis-je dans un murmure en me tournant vers l'Espagnol qui n'a pas bougé. « Je veux simplement ce qui est à moi. » L'autre ne paraît pas m'entendre. Les mains sur les oreilles, il regarde son compagnon qui râle au pied du lit. Je fais un pas en avant et m'approche, le colt au poing, en hurlant. « Tu entends ? Je veux ces papiers ! Tu vas me les donner !» Je lève le bras en un geste circulaire et le projette loin devant moi, comme dans un rêve. Je vois la pommette qui éclate sous le choc et le dealer se couche sur le lit pour se protéger, les mains sur le visage. « Tu vas me les donner ! Tu vas me les donner !» On ne saurait dire de quel côté est la peur. Tous deux, nous tremblons et nous nous regardons comme pour nous entre-dévorer, mais en même temps, nous demeurons étrangement calmes. Il se retourne brusquement et vomit sur l'oreiller. Il semble que l'Anglais soit mort maintenant. L'Espagnol me fixe. « Ton passeport est sur lui, dans une poche arrière. Prends-le et donne, vite !» Il se lève et se penche sur le corps de son complice d'une poche. Il retire un étui de cuir qu'il me tend. « Voilà, c'est tout. Il y a tout ce que tu cherches. » Je tiens la pochette dans la main gauche et je continue à le regarder. La rage qui me domine ne peut se calmer et l'Espagnol a peur. « J'ai envie de te voir cracher le sang, toi aussi. » En même temps que je prononce ces mots, j'ai l'étrange impression de jouer un rôle. Je ne parviens plus à établir la frontière entre le réel et l'imaginaire. La haine est en train de me gagner. Mon doigt est crispé sur la gâchette. Et mon adversaire ne peut détacher ses yeux de l'arme. Enfin, nous rêvions d'action et de gloire. Et nous voici projetés dans la mort la plus sordide. La mort au bout du monde. J'ai glissé l'étui de cuir dans la poche de mon manteau et doucement je me retire. Le dealer continue de me fixer, comme s'il avait oublié la mort de son compagnon, comme s'il avait tout oublié. Le monde
pour nous deux, a perdu toute consistance. Nous flottons dans un univers intermédiaire où la vie n'est pas la vie, où la mort n'est pas la mort, où rien ne ressemble à rien. Le Colt toujours à la main droite, je parviens à ouvrir la porte. Dans la cour au dehors, on entend des cris qui résonnent, des pas qui se précipitent, des appels. Machinalement, je prononce « Salut !» en prenant l'intonation de mon ennemi. Puis je m'éclipse en prenant soin de refermer le battant derrière moi. Dans la cour intérieure, je ne croise personne. Les pas que j'entends sonnent dans la coursive. Là-haut, les portes s'ouvrent et claquent violemment. Je replace le Colt dans ma ceinture et la chaleur de l'arme contre mon ventre me donne le vertige. J'adopte un pas tranquille et décide de sortir par le couloir où je risque peu de rencontrer quelqu'un. Dans quelques minutes, la police sera là, mais je ne me soucie pas des explications que le dealer pourra fournir. J'ai le sentiment d'avoir accompli une grande chose, d'avoir mené à bien une guerre. Je remonte le couloir obscur pour accéder à la sortie sur la rue. Très vite, je me retrouve au soleil et me noie dans la foule. Sans réfléchir, je marche dans les ruelles, reconnaissant çà et là une échoppe aperçue lorsque je suivais mon guide. Il est bientôt midi, et l'air est embaumé par tous les parfums de cuisine qui montent des maisons basses. J'achète une poignée de haricots à un marchand qui s'est installé à l'angle d'une rue, et je mange en sa compagnie. Plus rien ne me pèse. J'ai maintenant l'éternité devant moi. L'éternité est blanche qui m'attend.